Bon, on m'a demandé d'utiliser le micro. Ben oui. Non, c'est bon. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout habitué à cet engin. Mais bon, on s'habituera quand même. Donc, on m'a demandé de faire une conférence sur les femmes et l'astronomie. Ça m'a posé quand même un certain nombre de problèmes, parce que c'est une conférence qui n'était pas simple à faire. Simple parce qu'il y a quand même un choix assez important. Il fallait définir des critères. J'ai trouvé à peu près 200 femmes qui ont été plus ou moins trempées dans l'astronomie. Il fallait ensuite, parmi ces 200 femmes, choisir celles qu'on allait prendre. On ne pouvait pas évidemment traiter 200 personnes à la fois. Choisir les critères, et puis choisir le plan qu'on allait développer. Alors j'ai assez hésité, d'une part sur le choix, d'autre part sur le plan, et puis finalement je me suis rabattu sur ce qui peut paraître le plus simple, c'est-à-dire en gros l'ordre chronologique. De la même façon, j'ai éliminé celles qui risquaient de faire doublon, c'est-à-dire qui avaient travaillé à peu près de la même façon sur des sujets analogues, même si ce n'était pas à la même époque. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les femmes en astronomie, ça a commencé très tôt. En effet, voilà, il y a pas mal de temps, plus de 4000 ans, en Mésopotamie, il y avait la civilisation sumérienne. Elle était très en avance sur toutes les civilisations de l'époque, au point d'ailleurs qu'on a conservé un certain nombre de ses connaissances que l'on utilise encore à l'heure actuelle. Cette civilisation sumérienne avait fait de gros progrès en technique, en sciences, également en astronomie, puisqu'on lui doit le nom d'un certain nombre de constellations et un certain nombre de découvertes. Il y avait donc, tout le monde peut s'en rendre compte avec ceci, des astronomes dans la civilisation sumérienne. On sait que leurs observatoires, c'était les fameuses ziggourats, qui étaient en même temps d'ailleurs des temples, des lieux publics. Vous avez ici le dessin de la grande ziggoura d'Uruk, et puis vous avez à côté ce qu'il en reste. Le problème de ces ziggourats, c'était fait en argile, en tuiles en quelque sorte, en briques, et ça se dégrade assez vite, même dans des pays extrêmement secs. Eh bien, c'est à partir de ces ziggourats que nous avions des observatoires. Et on a vu le premier, ou plutôt la première femme astronome, qui s'appelait, vous pouvez le voir, Enheduanna, et qui était la fille de Sargon Ier, 23 siècles avant Jésus-Christ. Cette personne, comme on le voit ici, il faut savoir d'ailleurs, est la troisième à partir de la droite, pas mal dégradée. À titre indicatif et pour mémoire, si on n'a pas conservé de grands souvenirs de cette personne, de cette fille, on connaît bien Sargon Ier. Sargon Ier a pris le pouvoir d'une façon assez particulière. Il avait été recueilli tout bébé dans un panier en osier qui avait été déposé sur l'Euphrate. Il avait été élevé par le roi de l'époque. Il avait même été très bien élevé puisqu'il lui a succédé, tout simplement. Ça vous rappelle certainement une histoire, Moïse, 1000 ans plus tard, ou 1200 ans, c'est pas exactement. Et Moïse, lui, il a préféré partir avec les Hébreux dans le désert, il n'est pas devenu pharaon. Mais là, c'est pas le cas. Sargon Ier a laissé un souvenir assez important dans la civilisation sumérienne de cette époque. La deuxième que j'ai trouvée, c'est une princesse égyptienne, vous voyez, 1878 avant Jésus-Christ. C'est la fille du pharaon. Vous pouvez remarquer que pour avoir une place, on avait intérêt à avoir un parent assez élevé. C'est un fait. On retrouvera cette particularité pendant très longtemps. Les femmes astronomes l'ont été grâce à la position de leur père, ou de leur femme, de leur mari ou autre. Ici, cette princesse s'est consacrée essentiellement à la lecture du ciel
pour prédire l'avenir. Autrement dit, c'était un peu un oracle en quelque sorte à l'époque. Ce qui n'empêche pas que l'étude du ciel a quand même été réalisée par cette princesse. La troisième, c'est une grecque qui habitait en Thessalie et qui, elle, s'est plutôt intéressée au phénomène lunaire. Elle prévoyait les éclipses de lune, et comme à cette époque, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y avait très peu de personnes qui comprenaient ce qui se passait, eh bien on la prenait pour une sorcière. Ce qui a fait qu'au lieu de répandre ses connaissances, eh bien elle les a gardées pour elle et pour un petit groupe d'intimes, ce qui lui permettait d'éviter de se retrouver sur le bûcher ou ailleurs. Alors là, on rentre dans le beaucoup plus sérieux. Hypatie d'Alexandrie. Son père, comme on le voit ici, était le dernier, disons, directeur de l'université, du musée d'Alexandrie, de la très grande bibliothèque. Il y a eu des noms très illustres, c'était fondé par Ptolémée, il y a pas mal de temps avant Jésus-Christ, et comme un nom illustre, eh bien, vous aviez donc le Ptolémée, lui, qui était le mathématicien. Il y en a eu d'autres. Cette dame, cette femme, a fait de très nombreuses recherches. Elle était très estimée, ou plutôt très enviée à Alexandrie, pour ses très nombreuses découvertes. Astrolabe, c'est très difficile à faire. Un planisphère, c'est guère moins. Malheureusement, elle s'est heurtée à un certain nombre de chrétiens, et en particulier un évêque, dont je ne vais pas citer le nom ici parce qu'il n'a aucune importance, mais un prêcheur qui s'appelait Pierre, qui a dressé la foule des ignorants contre elle, et comme, contrairement à l'Agnaïs qu'on a vu tout à l'heure, qui a retiré ses billes promptement du milieu public, elle a continué à faire ses études et puis disons, à faire ses conférences et diffuser ses connaissances. Ça n'a pas plu du tout à ce prêcheur, qui a fini par réussir à la faire lapider. Alors sa fin était très triste, puisqu'une fois qu'elle était lapidée, ils l'ont découpée en morceaux, et ensuite ils l'ont brûlée. C'était pas tellement marrant à l'époque. On passe sur une autre région, la Corée. La Corée du Sud était divisée en plusieurs royautés. Il y avait un roi qui dirigeait la province, le royaume de Silla. Ce roi a eu plusieurs enfants, plusieurs filles, en particulier 2 jumelles. Comme il fallait qu'une des 2 s'éclipse, eh bien l'autre a été mise, celle que vous voyez ici, au rencard, si l'on peut dire, dans une petite famille bien tranquille. Malheureusement, toujours comme ça se passe quelquefois, eh bien la sœur jumelle, qui aurait dû prendre la royauté, s'est fait assassiner. Si ça avait été l'inverse, on n'aurait peut-être pas connu cette fille. Eh bien, ça a permis à cette reine, son duc, d'essayer de reprendre le pouvoir. Elle s'est fait aider par sa famille, en particulier un oncle, et elle a repris ce pouvoir, et elle s'est révélée une excellente reine, puisqu'elle avait subi, et puis elle avait pu ainsi connaître un certain nombre de conditions modestes. Eh bien, elle a permis à ce royaume de bien se développer. Alors on dirait, qu'est-ce qu'elle a fait en astronomie? Eh bien, comme elle était férue de sciences, elle a fondé le premier observatoire de l'Extrême-Orient. Premier observatoire qui existe toujours d'ailleurs, qui a été rénové, dont vous avez la gravure à cet endroit-là. On va rentrer maintenant dans une période un peu plus moderne, avec Hevelius. Hevelius, le mari est très connu, il a fait de très nombreuses études. Vous pouvez voir dans la gravure qui est en dessous du portrait d'Élisabeth, le mari et Élisabeth en train d'observer avec un cadran. À l'époque, c'était pratiquement le seul instrument vraiment très précis pour mesurer la position des étoiles. Le mari est mort assez tôt, il était beaucoup plus âgé d'ailleurs, ce qui a fait que la femme a continué ses travaux.
Quand on regarde le catalogue des étoiles d'Hevelius, eh bien c'est un catalogue qui a été en grande partie créé par cette dame. C'est une condition que l'on retrouvera assez souvent. La femme continue l'œuvre du mari. Et quelquefois le développe considérablement. Quelquefois au point d'ailleurs qu'on confond ce qu'a fait la femme avec ce qu'a fait le mari avant. J'en avais parlé un peu lorsque on avait fait la conférence sur Clairaut, Alexis Clairaut. Alexis Clairaut était un mathématicien, mais à l'époque, il n'y avait pas de calculateur. Donc, il fallait faire tous les calculs à la main. Il s'est fait donc aider par un certain nombre d'autres personnes, en particulier Jean-André Lepôtre et Joseph Jérôme Lefrançois, pour retrouver tous les calculs qui ont permis à Halley de prévoir l'arrivée de la comète. En fin de compte, il s'est avéré avec ces calculs qu'il y avait une erreur à peu près de 6 mois. Et Alexis Clairaut avait raison, puisqu'elle est revenue effectivement avec 6 mois de retard. Eh bien, Nicole Reine-Lepôtre était un des plus experts mathématiciens de l'époque, experte mathématicienne plus exactement, et elle a permis à ces différentes personnes de faire ces calculs. Initialement, dans les travaux qu'avait publiés Alexis Clairaut, le nom de Nicole Reine apparaissait. Mais la femme d'Alexis Clairaut était très jalouse et elle a obtenu de son mari qu'il supprime cette mention. Là, nous avons affaire à une calculatrice exceptionnelle. Pour l'époque, c'était absolument remarquable. Herschel. Tout le monde connaît Herschel, en particulier pour la découverte d'Uranus. Eh bien, il a été aidé grandement par sa sœur. Alors là aussi, nous avons un cas d'école. Sa sœur avait été fort maltraitée dans son enfance. Mal nourrie, mise à l'écart, elle était restée de très petite taille et assez chétive. D'ailleurs, vous pouvez voir le dessin, c'est pas tout à fait à son avantage. Mais le frère, William Herschel, lui, était très gentil. Donc, il s'est occupé de sa sœur, il l'a éduquée, il lui a appris quantité de choses, il l'a pris à son service, et il l'a, en quelque sorte, baptisée comme étant son assistante. Et ça l'a suivi pendant un certain nombre d'années. Et dans son palmarès, vous avez la découverte de 8 comètes, dont une porte le nom. Alors vous me direz, pourquoi elle porte le nom double, Herschel Rigollet? Rigollet, ce n'était pas du tout une personne de l'époque. C'est une personne qui vivait juste avant la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement parce que la comète qu'elle avait découverte, il l'avait perdue. Et le deuxième qu'il a trouvé, c'est le dénommé Rigollet. Voilà. Donc, il a réussi, c'est tout à son honneur, de démontrer que cette comète, ce n'était pas lui qui l'avait découverte pour la première fois, c'était la Caroline Herschel. Donc ça porte le nom double. Enfin bon, passons. Périodicité 155 ans, vous pouvez vous en rendre compte, c'est pour ça qu'il l'avait perdu. Ça, il n'y a pas de problème. Redécouvre la comète donc, c'est une comète qui vient très souvent, tous les 3 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça. Mais elle n'est pas toujours très visible. Réalise un catalogue d'étoiles, imagine la Voie lactée vue de l'extérieur, ça c'était tout nouveau. Et ça a été surtout la première fois à avoir été payé. On me dirait, donc Herschel l'a payé. Non, pas du tout. Herschel l'avait pris à son service comme sa petite sœur, mais Herschel, quand il s'est marié, il est obligé de se séparer de la petite sœur parce que sa femme était jalouse. Voilà, ça arrive assez souvent. Mais enfin, et la petite sœur, elle ne s'est pas dégonflée, elle a continué son boulot. Herschel est reparti en Allemagne et elle est restée en Angleterre pour continuer son boulot. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé une place rémunérée comme autant astronome. C'est la première astronome payée pour faire de l'astronomie. Bon, vous remarquerez qu'il y a une très grosse différence entre le portrait officiel et la petite gravure. C'est ce que je voulais voir. Vous
montrer ici. Là, c'est, comme on dit, assez coloré. C'est la seule petite entorse que je fais en ce qui concerne, disons, le système chronologique. J'ai placé ici la femme de Flammarion à cet endroit-là. Là aussi, cette dame a été prise d'abord comme assistante. Et puis ensuite, Flammarion l'a épousée. Et à la mort de Flammarion, eh bien, elle a pris en quelque sorte sa place. Elle est devenue secrétaire de l'Association française d'astronomie, rédactrice en chef de l'astronomie. Elle s'est surtout intéressée aux variations de la surface de Mars, l'observation des planètes, des étoiles variables, etc. C'était quelqu'un qui avait un certain don au point de vue vision astronomique. Le point capital dans l'histoire des femmes astronomes, au point de vue nombre, c'est Pickering. Pickering, c'était quelqu'un qui était un très bon, disons, observateur, et puis un bon organisateur aussi. C'était l'époque où on commençait à faire non seulement des photos du ciel, mais également des analyses spectrales. Le seul problème, c'est qu'avec le nombre d'étoiles, il était totalement impossible qu'il puisse étudier toutes ces étoiles, toutes les photos qu'il faisait. Donc il faisait les photos, et il fallait qu'il confie à un certain nombre de personnes le soin d'étudier les photos, éventuellement de trouver un classement, etc. Il avait embauché une série d'assistants qui étaient fort chers à payer et qui n'en faisaient pas le loin. Au point qu'à un moment, il a dit, eh bien, écoutez, vous êtes tellement nuls que ma bonne ferait la même chose que vous. On lui a répondu chiche, eh bien, il a liquidé tous ses assistants, il les a remplacés par sa bonne et par toute une collection de femmes qui ont fait le boulot fort bien, avec un prix à peu près 5 à 6 fois inférieur aux autres assistants hommes. C'est pour ça qu'on a appelé ça le harem de Pickering. Voilà. Le harem de Pickering était fait en 1913. Il y avait une vingtaine de femmes qui s'occupaient uniquement des photos qu'il prenait. Les voilà au travail, vers 1890. Vous voyez que c'était un peu comme une salle d'école. Elles examinaient à la loupe les différentes photos et les différents spectres. Ça nécessitait, c'était un travail extrêmement fastidieux, ça nécessitait de bons yeux. Elles ont classé au total 220 000 étoiles. C'est colossal. Et la fameuse bonne en question, la voici. C'est l'assistante en chef. Elle a une histoire un peu particulière. Bon, je ne vous ai pas parlé des vies de ces différentes personnes, sauf lorsque ça se rapportait à l'astronomie. Elle vient d'Écosse, elle s'est mariée avec un dénommé Fleming, elle avait un petit garçon, elle a immigré aux États-Unis, et le Fleming a mis les voiles. Elle s'est retrouvée sans rien, elle est donc allée demander un boulot, et elle est rentrée comme femme de ménage chez Pickering. C'est elle qui, apparemment, était assez, disons, instruite, et qui a permis ensuite à Pickering de dire, eh bien, ma femme de ménage serait mieux que vous. Et c'est effectivement ce qui s'est passé de très loin. Puisque si on regarde, à part le fait d'étudier les plaques photosensibles, c'est elle qui a pensé la première fois classer les étoiles. Dans le spectre de l'étoile, on connaît sa composition. On sait en particulier sa température, mais on sait aussi, tout au moins au départ, les raies de l'hydrogène. Plus les raies sont intenses, plus il y a d'hydrogène. Donc elle s'est dit, bon, on va classer les étoiles en fonction de la quantité d'hydrogène. Et on les a classées A, B, C, D, jusqu'à Q. C'était la première classification. Première classification qui a été perfectionnée par la suite par les deux que vous avez ici, Maury et Leavitt, qui ont classé dans un autre catalogue, dans un catalogue analogue, si l'on peut dire, du nom d'Henri Draper, on verra pourquoi, plus de 10 000 étoiles. Elle découvre 59 nébuleuses, 310 étoiles variables, 10 nova, et 222 étoiles variables en plus, dans sa liste.
Elle est aussi célèbre pour avoir détecté la fameuse nébuleuse de la tête de cheval. Comme je vous l'avais dit, Pickering prend les plaques photographiques et ces dames les examinent. Et en examinant les plaques photographiques, elle s'est aperçue qu'il y avait une nébuleuse sombre, obscure. Elle était responsable, donc, de la bonne marche des affaires d'une douzaine de femmes, puisque, en gros, c'était l'effectif du laboratoire de Pickering. Le fameux harem, comme on l'a dit tout à l'heure. Je vous ai cité tout à l'heure le nom d'Antonia Mori. C'était la nièce de Draper. Draper a commencé à faire une classification basée sur les spectres. Il est mort assez tôt, c'était l'oncle, et Antonia Mori a repris la classification de la dame précédente, Williama, et l'a un peu modifiée, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. En fin de compte, cette personne a commencé à donner les bases de cette fameuse classification spectrale que l'on connaît sous le nom d'Hertzsprung-Russell. Elle l'a fait avec sa collègue, Annie Cannon, qui a reclassé 5000 étoiles, mais cette fois-ci, au lieu de classer en fonction de la teneur en hydrogène, elle l'a classé en fonction de la valeur de la température donnée par le spectre. Ce qui a modifié, comme vous avez pu le constater tout à l'heure, mais j'attendais cette diapositive, plutôt cette photo pour vous le dire, on a repris les mêmes lettres, mais plus avec le même classement. Puisque si la meilleure teneur en hydrogène, c'est le spectre, plutôt la classe A, la plus forte température, c'est celle O. Le système spectral de Cannon a été adopté en 1922 par Russell en particulier. Toujours dans le harem de Pickering, vous avez Henrietta Leavitt. Elle avait un rôle assez particulier, elle devait se consacrer aux étoiles doubles. Elle en examinait à peu près 1777. Sa découverte principale, c'est la relation entre la période de ces étoiles doubles, de ces étoiles variables, et la luminosité. Et elle a découvert au point de vue mathématique que cette relation était liée au logarithme de la période. Le logarithme de la période est égal, proportionnel plus exactement, au rayonnement de l'étoile, à l'énergie rayonnée par l'étoile. Logarithme, c'est une fonction mathématique qui transforme les multiplications en addition, pour ceux qui connaissent. Leavitt a disons un cas particulier, comme vous pouvez le voir, elle a été proposée pour le prix Nobel en 1926. Vous direz pourquoi elle ne l'a pas eu? Tout simplement parce qu'elle était morte en 1921. Et le prix Nobel n'est jamais accordé à une personne décédée. On me dirait, mais alors pourquoi l'ont-ils proposé? Parce qu'ils ne savaient pas qu'elle était morte, tout simplement. Ça peut paraître assez curieux, mais à l'époque, ça pouvait donner lieu à, disons, un certain temps avant de savoir ce qui se passe. Non, elle n'était pas vieille. C'est dommage parce que si elle avait été encore vivante, eh bien, elle avait son prix Nobel. Ils se sont aperçus vraiment au dernier moment, quand ils l'ont contactée pour lui annoncer qu'elle était candidate, qu'elle aurait du prix Nobel, on leur dit, mais voyons, elle est morte depuis 5 ans. Cecilia, ça a été la première femme nommée chef du département d'astronomie. En fin de compte, quand on parle de Pickering, c'est Harvard. C'est le club d'astronomie d'Harvard. Alors
on a fait une découverte assez capitale, toujours avec la spectroscopie, hein. C'est-à-dire que les raies d'absorption que l'on voit ne sont pas dus forcément à des produits différents, mais au fait que la température de l'étoile change, ou plus exactement, est plus ou moins importante. Et elle a découvert une autre chose très importante, c'est que, au point de vue des éléments lourds, alors les éléments lourds, c'est à peu près tout sauf l'hydrogène, l'hélium, le lithium, l'oxygène, que les éléments lourds ont la même composition dans les étoiles que dans la Terre. Que la différence entre les étoiles et la Terre, c'est la dose d'hélium et d'hydrogène. Dans une étoile, il y a beaucoup d'hydrogène et beaucoup d'hélium. Alors depuis, on a quand même introduit quelques petites variations. Ça provient essentiellement du fait que les étoiles que nous voyons et qui ont été analysées sont des étoiles de deuxième ou de troisième génération. On a vu précédemment que dans la formation des étoiles, il y avait la création d'un certain nombre d'atomes, d'éléments différents. Or, lorsqu'une étoile se refait à l'intérieur d'une nébuleuse qui est les résidus d'une étoile qui a vécu précédemment, eh bien, elle récupère les éléments dans la même proportion que ceux-ci ont été fabriqués. Ces éléments peuvent se répartir dans l'étoile, mais aussi dans les planètes qui sont autour. À l'époque, on ne pensait pas qu'il y avait beaucoup de planètes, mais maintenant on sait qu'il y a des systèmes planétaires un peu partout, et ça doit obéir exactement aux mêmes situations, c'est-à-dire que nous devons avoir des planètes constituées d'éléments solides, des planètes plus gazeuses, et dans l'étoile, beaucoup d'hydrogène et d'hélium, surtout d'hydrogène d'ailleurs, puisque l'hélium ne vient qu'après. Mais la proportion de ces corps varie d'une étoile à l'autre. Je parle de l'hydrogène et de l'hélium. Alors elle aussi, elle a étudié énormément de choses, puisque vous pouvez voir qu'avec son mari, elle a étudié la magnitude de plus de 2 millions d'étoiles dans la Voie lactée et une nuage de Magellan. Cette étude a permis, avec la classification d'Hertzsprung-Russell précédente, de faire un catalogue d'étoiles considérable. La vie des étoiles, c'est quelque chose qui dure très longtemps, bien supérieur, même pour les étoiles qu'on qualifie d'éphémères, bien supérieur à la vie humaine, même à la vie de notre civilisation. On ne peut donc pas connaître l'évolution d'une étoile donnée. On ne la voit pas. Par conséquent, eh bien, la seule façon de connaître l'évolution des étoiles, c'est d'essayer de trouver des étoiles à différents stades de cette évolution dans l'univers. Pour trouver des étoiles à différents stades, comme il y a quand même pas mal de types d'étoiles, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, eh bien, il est absolument nécessaire d'avoir un échantillonnage très important d'étoiles. Cécilia, avec son mari, ont répertorié 2 millions d'étoiles, ce qui permet, au point de vue statistique, d'avoir beaucoup de chances de connaître les différents stades d'évolution de toutes les étoiles, de tous les types d'étoiles qui existent dans l'univers. Ce n'est pas tout à fait vrai pour certaines, mais pour la plupart, c'est le cas. Vous pouvez constater jusqu'à maintenant que le travail de ces femmes, c'est un travail long et fastidieux. Calcul, répertorier les étoiles, les classer, étudier les spectres, étudier les photos, c'est quelque chose qui est assez ardu et long. Margaret, alors là, vous voyez, on rentre dans les personnes qui sont encore vivantes. Oui, il n'y a plus de date de mort. Elle a travaillé avec son mari, mais elle a travaillé aussi avec 2 autres astronomes qui sont célèbres, surtout Fred Hoyle d'ailleurs, qui est un astronome britannique. C'est lui qui est le père du Big Bang. C'est lui qui a donné le nom, qu'il qualifiait de ridicule, au phénomène de formation de l'univers qui avait été décrit par l'abbé Lemaître. Il a dit, c'est comme un Big Bang. Eh bien, le nom est resté. Il n'y croyait absolument pas. Il n'y croit, enfin, jusqu'à sa mort, il n'y a pas cru.
Alors, comme on commençait déjà à utiliser les sigles, vous pouvez constater que le groupe, maintenant on est de plus en plus avec les groupes, déjà avec Pickering, on était dans un groupe, hein. Il ne travaillait pas tout seul. Autrefois, bon, les collaborations étaient assez restreintes et assez éphémères. Là maintenant, elles sont toujours éphémères, mais il y a de très nombreuses collaborations successives. Ben, on appelait ça le groupe B2FH, hein, pour les deux Burbridge, Fred Hoyle et Fowler. Ce groupe a fait une découverte essentielle en utilisant d'ailleurs ce qui avait été découvert par d'autres précédemment, le classement et l'évolution des étoiles, que tous les éléments, sauf les plus légers, c'est-à-dire l'hydrogène et dans une certaine partie l'hélium, sont fabriqués par des réactions nucléaires au sein de l'étoile. Ça, c'était la conférence précédente. Elle fut une des premières à mesurer les masses et les courbes de rotation des galaxies et l'étude des quasars. On connaissait tout juste les quasars, ça venait d'apparaître à ce moment-là. Autre astronome toujours vivante, Vera Rubin. Elle a étudié essentiellement, toujours sur des plaques photographiques d'ailleurs, la répartition des galaxies. Et elle s'est aperçue que ces galaxies n'étaient pas du tout essemées dans l'univers de façon aléatoire, mais qu'elles se regroupaient dans certaines zones. Les galaxies n'étaient pas réparties uniformément. À l'heure actuelle, on sait qu'elles sont réparties suivant des filaments gigantesques, hein, qui parcourent l'univers. Mais ce n'est pas tout. En 1970, elle a étudié la rotation des galaxies spirales à partir de leur spectre. On peut mesurer, grâce au décalage spectral, la vitesse des étoiles. La vitesse des étoiles en particulier qui sont en bordure de la galaxie. C'est plus facile que la mesurer celles qui sont au centre. Et en mesurant ces vitesses, elle s'est aperçue que ça allait trop vite. Ça allait beaucoup trop vite. Et que par conséquent, puisque ça allait trop vite avec la force centrifuge et avec les lois de Newton d'attraction, eh bien, la loi de Newton ne permettait pas d'avoir une force d'attraction suffisante pour retenir les étoiles, et que les étoiles devaient se disperser. Par conséquent, il y avait forcément une force supplémentaire, ou plus exactement une masse supplémentaire, pour maintenir en place ces étoiles. Et elle a supposé que cette masse, eh bien, c'était une matière qu'on ne connaissait pas, qui n'était pas une matière ordinaire, et elle a baptisé ça la matière noire. C'est à elle que l'on doit cette hypothèse. Le problème auquel elle n'avait pas pensé, tout simplement parce qu'on ne connaissait pas toutes les données à l'époque, c'est que si cette matière était telle qu'elle, elle empêchait l'expansion de l'univers. Par conséquent, eh bien, ça nous a conduit, d'autres, pas des femmes cette fois-ci, à penser qu'il y avait une énergie sombre qui allait repousser, en quelque sorte, cette matière noire, ou plus exactement, les différentes galaxies. Bon. À partir de ce stade, eh bien, on commence à cumuler les problèmes. Comme je vous l'avais déjà dit, il y a d'autres solutions qui consistaient à modifier certaines équations. C'est la théorie des cordes, c'est la théorie également de monde, hein, modification de la loi de Newton, qui sont peut-être un peu plus élégantes, mais on ne sait pas du tout ce qui est vrai. Est-ce que c'est la matière noire? Est-ce que c'est la modification de la gravitation? Il est certain que, en dehors de cette hypothèse, elle a mis le doigt sur quelque chose de très important. Ou cette matière noire existe, c'est ce qu'elle pensait, ou les équations, ou plus exactement les lois
de gravitation que l'on connaît ne sont pas tout à fait exactes. Pour l'instant, on n'a pas tranché. D'autant plus qu'on n'a pas découvert ce que c'était que la matière noire. Alors elle a découvert autre chose aussi, puisqu'elle était dans l'étude des galaxies. Elle a montré que dans une galaxie, il y avait des étoiles qui tournaient dans le sens inverse des autres. En fin de compte, c'est assez courant, parce qu'on en a découvert d'autres, avec des étoiles qui tournent effectivement en sens inverse ou d'une façon perpendiculaire. Ça provient tout simplement du fait que les galaxies ne sont pas tous formées de la même façon. Effectivement, ça existe aussi dans la Voie lactée. Certaines zones de la Voie lactée ont des étoiles qui se déplacent d'une façon différente des étoiles de la Voie lactée ordinaire. Ça provient tout simplement du fait que la Voie lactée a cannibalisé un certain nombre d'autres petites galaxies. Et bien là, il se trouve que ce sont deux galaxies assez importantes qui se sont sans doute fondues il y a pas mal de billions ou milliards d'années pour en former une seule, la NGC K1550. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir ces formations de galaxies. Ça a permis d'ouvrir un certain nombre, disons, de perspectives sur notre univers. Quand on parle de la comète Shoemaker, on s'imagine que c'est le mari qui l'a découverte. Eh bien non, c'est la dame. Le mari faisait pas mal d'études. Disons qu'il a permis à cette dame d'accéder au mont Palomar. Le mont Palomar était interdit aux femmes, jusqu'à une date récente. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y avait que des toilettes pour hommes. Eh oui. Voilà. C'était la raison invoquée. Et bon, le dénommé Shoemaker a fait des pieds et des mains, il a réussi à faire introduire sa femme. Depuis, je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres qui sont allés, mais ils se sont quand même arrangés. Voilà. C'était la petite anecdote à ce sujet. Ils avaient droit à 7 nuits par mois, c'était assez exceptionnel. Ce n'était pas le grand télescope. Au Mont Palomar, il y en a plusieurs autres, en particulier des télescopes à courte focale qui permettent de voir assez bien les comètes. Ils ont découvert à eux deux 900 astéroïdes et 32 comètes. Mais c'était surtout la spécialité de Caroline. Et en particulier la fameuse comète Shoemaker-Levy 9. Elle a dû son heure de célébrité au fait que, juste après avoir été découverte, moins d'un mois après, elle est passée à proximité de Jupiter, qui l'a découpée en morceaux. Ah oui, ça arrive. Hein. Et à la rotation suivante, elle est repassée toujours près de Jupiter, qui cette fois-ci a capturé les morceaux. Et les morceaux sont tombés sur Jupiter. Cette comète n'existe plus. La trajectoire avait été fort bien calculée parce que tout le monde était prévenu, on s'en souvient certainement, tout le monde avait été prévenu que la comète allait taper Jupiter. Malheureusement, elle est tombée sur le côté obscur, de l'autre côté. Mais on a vu quand même, parce que Jupiter a cette particularité de tourner en moins de 10 heures, 9h50 des poussières. Et par conséquent, eh bien, on a vu les résultats du choc. Jupiter est gigantesque, si bien que ça faisait des petites taches par rapport à Jupiter, mais il faut savoir que ces taches dans l'atmosphère de Jupiter représentaient plusieurs fois le diamètre de la Terre. C'était assez colossal. Là, vous avez la comète avec ses différents morceaux. Jocelyne. Très particulier. Elle a fait une thèse sur les signaux obtenus par les radiotélescopes. Elle a cru pendant un temps que c'était des signaux, puisqu'ils étaient périodiques, qui étaient émis par des extraterrestres. Et puis, en étudiant un peu mieux le signal, qui était quand même très répétitif et extrêmement puissant, elle a attribué ça à une étoile variable qui s'appelle le pulsar. Et elle a fait une thèse là-dessus. Une thèse qui a permis à son directeur de thèse d'obtenir le prix Nobel.
Ouais. Alors ça a fait un scandale à l'époque, puisque c'était en fin de compte elle qui avait découvert ces pulsars. Et c'est le directeur de thèse qui l'a obtenu. Effectivement, oui, on en a parlé, effectivement, un directeur de thèse est responsable de la thèse de sa thésarde. Donc, c'est pas entièrement faux. Il aurait fallu pour cela que les deux l'aient. Le problème, c'est qu'on ne donne pas un prix Nobel à une thésarde. Il fallait donc attendre un certain nombre d'années avant qu'elle fasse l'objet de ce prix Nobel. Le deuxième problème, c'est que dans ces conditions-là, le directeur de thèse pouvait très bien avoir disparu. Donc on tombe dans le cas précédent. Donc en fin de compte, rien n'est simple, hein, surtout avec les législations qui occupent les prix Nobel, qui sont assez strictes. Alors ça a quand même fait beaucoup de bruit. D'autant plus que c'est vraiment elle, l'objet de sa thèse c'était des signaux, c'est vraiment elle qui a trouvé les pulsars. Pulsars qui, comme vous le savez, sont extrêmement importants dans le balisage de l'univers, puisqu'il y a une relation directe entre la luminosité et la fréquence du pulsar, et qu'on peut ainsi déduire les distances à très très longue échéance en comparant la magnitude réelle avec la magnitude vue, et ensuite en faisant le rapport avec la vitesse de rotation du pulsar. Ainsi, on obtient la distance. Je l'ai quand même placé dans l'astronomie, puisqu'après tout, le programme SETI fait partie des programmes d'astronomie. Pour ceux qui ne sauraient pas, le programme SETI, c'est un peu ce qu'avait fait Caroline précédemment, c'est-à-dire la recherche de signaux extraterrestres. Alors, elle s'est spécialisée complètement dans ce projet-là, puisqu'elle a travaillé à différents projets, mais qui sont tous à l'intérieur de SETI. SETI qui, à l'heure actuelle, est plus ou moins veilleuse, puisque malgré beaucoup d'argent dépensé, malgré beaucoup de temps sur le fameux radiotélescope le plus grand du monde de Porto Rico, des Arecibo, on n'a rien trouvé d'intéressant. Aucun signal vraiment caractéristique. Pendant un temps, on avait cru en trouver un, et puis finalement, ça s'est avéré, comme on appelle ça, un artefact, c'est-à-dire une déviation d'un système, et ça n'a rien donné de plus. Par contre, elle a quand même fait quelque chose d'intéressant, tout au moins au point de vue de l'astronomie, c'est le catalogue des étoiles susceptibles d'avoir des planètes habitables. C'est-à-dire des étoiles, en fin de compte, qui ne sont pas trop grosses, parce qu'elles n'ont pas une durée de vie suffisante, qui ne sont pas trop petites, parce qu'elles n'ont pas assez d'énergie, qui sont du type, disons, Soleil, de 2 à 3 fois moins, à 2 à 3 fois plus du Soleil. Et ça, c'est intéressant, parce que ça a permis d'étudier plus spécialement ces étoiles-là. On ne peut pas étudier les quelques dizaines de millions d'étoiles accessibles, eh bien on se concentre là-dessus, on concentre les moyens sur ce catalogue d'étoiles, sur les étoiles qui ont été repérées là-dessus. Et puis lorsqu'elle a fait son catalogue d'étoiles, eh bien elle s'est aperçue que, et ça on le savait déjà, mais c'est elle qui a donné le nom, il y avait des étoiles tellement petites qu'elles ne fournissaient pratiquement pas d'énergie. Elle appelait ça des naines brunes. Les naines brunes, c'est une dizaine de fois la taille de Jupiter à peu près. Et elles sont tout à fait incapables de développer autre chose que les réactions à base de deutérium. Alors je les ai mises toutes les deux ensemble. Ce sont les deux plus jeunes, comme vous pouvez le voir. L'une est spécialiste des exoplanètes, l'autre est spécialiste de Neptune et Uranus, mais elle s'est ensuite, comme elle est un peu plus vieille, si l'on peut dire, elle s'est ensuite spécialisée dans l'étude des planètes telluriques. En fin de compte, ces deux personnes recherchent ce qu'a fait tout à l'heure l'autre précédente, eh bien recherchent les planètes susceptibles de développer la vie. C'est certainement un des chapitres les plus intéressants de l'astronomie à l'heure actuelle. Vous voyez, détection chimique, détection par coronagraphie, c'est quelque chose qui va permettre peut-être
d'ici quelques années, de détecter des planètes susceptibles de développer la vie. Après, il faudra voir si la vie s'est effectivement développée à cet endroit-là. Alors, vous avez peut-être remarqué que les dernières personnes que l'on a citées, en fin de compte, à partir à peu près de 1920, ne doivent plus leur place au fait qu'ils ont des parents ou des maris qui sont dans le métier. Elles ont fait elles-mêmes leur carrière, si l'on peut dire. C'est une évolution assez importante au point de vue de l'astronomie féminine. J'aurais pu en mettre beaucoup d'autres, surtout à l'époque moderne, mais j'ai choisi celle qui avait vraiment fait quelque chose d'important. Voilà, si vous avez des questions. J'ai été obligé de choisir.